Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel, une émission très bien chargée ce jour comme on a l'habitude avec 4 intervenants de très haute qualité. Et nous tenons à les remercier de leur disponibilité, notamment notre première intervenante qui est en ligne, Madame Anne-Sophie Iné. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Écoutez, le plaisir est pour nous et dans le cadre de donner la parole à tout le monde et surtout sur ce dossier de l'islam en France ou de France, à chacun comme il peut l'appeler, nous souhaitons d'avoir un éclairage transversal sur ce qui se passe sur le dossier de l'islam et vous êtes la deuxième personne qui va nous parler après Kaïna Behloul, que je crois certainement que vous connaissez, voilà, de la deuxième personne qui va nous parler un petit peu encore davantage par rapport à cette notion de ce qu'on appelle la mosquée inclusive, si j'ai bien saisi un petit peu la thématique. Il faut bien préciser à notre auditoire que Madame Anne-Sophie Mancini, convertie à l'islam, co-créatrice du mouvement des voix d'un islam éclairé. De quoi il s'agit, Madame Mancini? Alors, les voix d'un islam éclairé, donc c'est une association, c'est un mouvement pour un islam spirituel et progressiste qui a été fondé donc en août dernier et qui vise en fait à rassembler les musulmans progressistes qui cherchent des alternatives théologiques et spirituelles pour vivre leur religion et qui se reconnaissent dans cette vision de l'islam et des différents principes qu'on propose. Donc on fait un travail de diffusion et de production d'options théologiques. Donc par exemple, on vient de publier donc Eva Janada et moi-même une note à la fondation de l'islam, à la fondation politique. Donc une note qui s'appelle une mosquée mixte pour un islam spirituel et progressiste. Voilà, donc là on fait tout un travail, on propose un discours théologique avec des arguments théologiques et notamment on souhaite aussi permettre l'ouverture donc d'une mosquée mixte et progressiste qu'on a appelée la mosquée Simorgue. Voilà. Juste simplement pour éclairer un petit peu à notre auditoire, parce que là vous avez cité quelques mots qui sont clés, donc par rapport à votre... De quoi il s'agit? Qu'est-ce que c'est que cette mosquée progressiste? C'est quoi cette théologie? Sur quoi vous êtes fondé pour que vous avanciez cette initiative, j'ose dire? Et c'est quoi le retour aussi des politiques, puisque vous avez parlé qu'un envoi a été fait auprès des politiques? Oui, alors en fait, donc je vais expliquer d'abord les 3 termes pour que ce soit bien clair. Donc on parle d'islam éclairé dans le sens qui s'oppose à toute forme d'obscurantisme. Donc c'est-à-dire que l'on souhaite utiliser alors soit la raison cartésienne, soit la raison plutôt intuitive, ce que les soufis vont appeler le cœur, comme critère pour interpréter le Coran et la Sunna. Donc on n'est pas dans une démarche d'imitation des anciennes interprétations, mais on souhaite au contraire que chaque fidèle, chaque croyant puisse vraiment s'approprier les textes de l'islam. Ensuite, un islam spirituel, alors ça c'est extrêmement important parce qu'on considère que l'islam est avant tout une spiritualité, donc une quête de sens personnelle qui permet une transformation intérieure et qui nous permet aussi de tisser des liens avec Dieu, de nous relier à Dieu, aux autres et au monde. Donc ce qui veut dire que l'islam pour nous n'est pas un outil d'influence du champ politique ou de structuration des liens sociaux, mais vraiment une spiritualité. Et enfin, un islam progressiste. Alors progressiste en fait, c'est une manière de percevoir les aspects sociaux qui sont développés dans le Coran et de les remettre dans leur contexte. Donc le mot en fait progressiste, il fait référence à l'idée du progrès social parce qu'on considère que le Coran a apporté un progrès social pour son époque. Donc par exemple l'incitation à affranchir les esclaves, le fait de limiter la polygamie, le fait de donner un certain nombre de droits aux femmes, par exemple le droit à l'héritage. Donc tout ça c'était complètement révolutionnaire pour l'époque. Mais le souci c'est que si aujourd'hui on applique à la lettre ces prescriptions sociales, par rapport à notre société actuelle, on n'est plus du tout dans quelque chose de révolutionnaire, au contraire, ce serait régressif. Donc, on considère du coup qu'être fidèle au Coran, ça va pas être suivre les prescriptions sociales à la lettre, mais au contraire, garder l'esprit
de ce qu'a été la révélation en incitant à un progrès social par rapport à la société du 7e siècle. Il y a une question qui s'impose, Madame Anne-Sophie. J'aimerais bien que simplement, moi, mon objectif, c'est simplement d'avoir avec vous le maximum d'éclairage par rapport à ceux qui sont à l'écoute. Je vais essayer de faire un petit peu leur avocat quelque part pour que votre message arrive à destination sans amalgame et non plus sans réticence, hein, pour que les choses soient claires. Quand vous parlez d'un islam éclairé, est-ce que l'islam jusqu'à ce jour, c'est un islam non éclairé? Non, bien évidemment, pas forcément. Il y a eu, l'islam est très très vaste, très varié. Il y a eu de nombreux courants. En fait, ce qu'on propose là, c'est pas nouveau. Il y a déjà eu de nombreux courants qui ont cherché à vraiment mettre la raison au cœur. Par exemple, les mutazilites. Chez les soufis, là, on va mettre l'accent sur l'intériorité. Donc, bien sûr, tout ça, ça existe. Ce qu'on veut simplement, c'est pour ça qu'on prend aussi les trois termes ensemble. Donc, islam éclairé, islam spirituel et islam progressiste. Et on veut vraiment les faire parler ensemble. C'est-à-dire que ce que l'on incarne, nous, c'est l'ensemble de ces trois aspects-là. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de musulmans qui sont totalement éclairés aujourd'hui, même sans être progressistes. On peut être éclairé et traditionnel. C'est pas du tout opposé. Il y a aussi des musulmans qui ne le sont pas. Je suis d'accord avec vous. Vous parlez de musulmans. Moi, je vous parle de religion. Est-ce que l'islam est éclairé? Est-ce que l'islam est progressiste? Est-ce que l'islam est spirituel ou pas? Ce n'est que ce que l'on en fait. C'est nous qui interprétons le Coran. Ah non. Il n'y a pas de monsieur islam. Il y a pas, non, je ne parle pas. Non, je parle voilà. Non, je parle d'un seul islam. Qu'un seul islam, oui. Mais il n'y a pas un seul islam. De fait, l'islam est divers parce que l'islam, c'est quoi? C'est représenté par les musulmans. C'est les musulmans qui font l'islam. Nous, on l'interprète ce texte. Donc, selon la façon dont vous allez l'interpréter, vous n'allez pas arriver à la même conclusion que votre voisin. Sauf que il y a ce qu'on appelle des fondamentaux de l'islam, que tout le monde les connaît. Certainement, vous visitez une convertie, donc vous avez appris ce que c'est que les fondamentaux. Et ces fondamentaux, selon vous, qui sont valables depuis toujours jusqu'à maintenant, et vous le savez pertinemment mieux que moi, est-ce qu'ils sont des fondamentaux qui méritent aussi eux-mêmes d'être éclairés, progressistes, d'une manière autre spirituelle ou pas? Parce que il y a une question très importante qui me revient à l'esprit, c'est que lorsqu'on parle d'une mosquée inclusive, donc c'est une mosquée d'après ce que j'ai vu auprès de vous, c'est un mélange, aussi une mixité homme-femme dans un même lieu. Oui, alors là il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Nous on parle plutôt de mosquée progressive plutôt que mosquée inclusive, mais la mosquée concrètement. Alors, la mosquée, concrètement, nous, on se base sur 4 principes, mais du coup, je répondrai pas à votre première question. Mais bon, je pars sur la mosquée et après, on reviendra peut-être sur ce que vous avez dit avant. Il n'y a aucun souci. Prenez votre temps, madame. Oui, d'accord. D'accord. Donc, en fait, la 4 principes, donc, premier principe, c'est l'égalité des individus. Donc, comme vous l'avez dit, ça passe par une mixité, donc, qui est complète. Donc, il n'y a pas de séparation physique, pas de séparation non plus dans la salle. Chacun se place où il veut. La possibilité pour les femmes d'être imams aussi. Et alors, dans les deux cas, il y a rien qui s'y oppose théologiquement, puisque là, on n'est pas dans les fondamentaux. Voilà, vous avez parlé des fondamentaux de l'islam. Ça fait pas partie des fondamentaux de l'islam, de parler de femmes ou d'hommes imams ou de mixité. L'islam, c'est pas l'absence de mixité dans la mosquée. C'est pas ça qui est fondamental. D'ailleurs, si vous regardez, selon les régions et les pays, la place des femmes dans la mosquée n'est pas la même. Quand vous êtes au Maghreb, en général, elles sont plutôt derrière les hommes. En Inde, par exemple, c'est gauche-droite. À la Mecque, c'est complètement mélangé. Donc, selon les endroits, ça, c'est quelque chose qui va changer et qui va évoluer. Mais ce qui est important de voir aussi, c'est que, à l'époque du prophète, au 7e siècle, c'est pas le contexte social et la place des femmes dans la société n'était pas la même que ce qu'elle est aujourd'hui, en France, par exemple. Aujourd'hui, en France, la mixité, elle est partout. Dans tous les lieux publics, tous les lieux sont mixtes et ça pose de problème à personne. Il est logique que la mosquée soit aussi un lieu où il n'est plutôt pas logique de créer une absence de mixité dans la mosquée, comme si c'était pourquoi en fait, pourquoi? Il n'y a aucune raison, théologiquement il n'y a rien qui s'y oppose. À des femmes c'est la même chose. Pour l'imam des femmes, il y a rien, non seulement il n'y a rien qui s'oppose dans le Coran ne fait pas référence au sexe de la personne qui doit être imam, mais on a même une tradition prophétique qui rapporte que ça a été fait. Donc avec Waraka, ça s'est fait du temps du prophète. Alors certes, c'était une exception, c'était une femme très érudite, certes, mais on était au 7e siècle et ça s'est fait. D'accord. Au 7e siècle, c'est énorme. Alors aujourd'hui, alors que les femmes, dans la majorité, pour beaucoup en tout cas, travaillent, font vraiment les mêmes choses que les hommes, pourquoi on continuerait à interdire quelque chose qui n'a pas de fondement théologique? Je reviens aux fondamentaux et après on suit la discussion par rapport à cette mosquée mixte. Oui. Les fondamentaux
sont pas progressistes et sont pas spirituels d'après vous? Alors, quand vous parlez de fondamentaux, vous parlez des piliers, vous parlez de quoi? Les piliers de l'islam, parce que là on parle de l'islam, je parle pas des musulmans, qu'on soit clair. Moi je parle de la religion en tant que telle. Les piliers de l'islam, ce sont des piliers de pratique. Donc ça, c'est pas une question le progressisme, ça touche plutôt les aspects sociaux, éventuellement les aspects de mise en forme, par exemple l'imama des femmes ou la mixité, mais que ce soit mixte ou pas, on est toujours en train de parler de la prière rituelle et on fait la prière rituelle. Donc si, bien sûr, les piliers de l'islam, on n'a aucun souci avec ça, c'est des pratiques, donc des pratiques spirituelles. Nous, on va par contre chercher à leur redonner vraiment un sens profond. Donc on fait aussi tout un travail sur le sens du rite, c'est-à-dire ne pas faire sa prière rituelle machinalement parce que c'est l'heure, il faut la faire et que si on la fait pas, on va aller en enfer. Mais au contraire, chercher à comprendre pourquoi on fait cette prière, qu'est-ce que ça apporte dans notre vie spirituelle, en quoi ça nous permet d'évoluer, de nous transformer intérieurement, quel est le sens des 5 moments dans la journée, pourquoi à ce moment-là, qu'est-ce que ça apporte. Voilà. Donc ça, on fait tout un travail de repenser les pratiques pour leur redonner du sens, pour que chaque croyant puisse la faire vraiment en ayant conscience de ce que ça fait sur lui. Donc on modifie pas ces piliers, ce que vous appelez les piliers, mais on va chercher par contre à leur redonner du sens. Avant de passer à un deuxième volet concernant votre entretien aujourd'hui avec nous, donc je continue par rapport à la question qui concerne un petit peu les mosquées et cette notion de mixité. Vous étiez une femme qui est convertie, je tiens à vous en remercier parce que vous avez opté pour l'islam en tant que religion, ça c'est votre choix. Et ce choix-là, madame, est-ce que vous avez jamais fait à ce jour une prière dans une mosquée? Ah si, bien sûr. Alors, moi, je vais pas dans les mosquées en France, mais je vais beaucoup dans les mosquées à l'étranger. Ah. Et donc, pourquoi qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Qu'est-ce qui se passe à l'étranger, vous l'avez dit? Oui. Oui. Alors, en fait, je vais pas dans les mosquées en France parce que moi, je prie sans foulard. Donc, c'est un choix personnel. Du coup, si je vais en France me présenter sans foulard pour prier, je sais très bien qu'on va pas me laisser rentrer. Donc, par choix, j'y vais pas. Et en fait, quand je suis en France, du coup, je prie chez moi. Ou si je veux prier en groupe, je prie chez des amis qui n'ont pas de problème avec ça. Par contre, je voyage beaucoup. Et quand je vais à l'étranger, j'estime qu'il est normal que je m'adapte à la culture du pays qui me reçoit. Et dans ce cas, je mets un foulard et ça me gêne absolument pas de le faire en dehors de la France. Si j'ai bien compris, donc vous mettez le foulard à l'étranger et vous le mettez pas ici en France. C'est ça, voilà. Ah, voilà. C'est plus clair. C'est plus clair. Juste pour comprendre un petit peu la démarche, parce que vous êtes une musulmane, donc je me trouve dans l'obligation de mettre les choses dans leur ordre. Il y a une question aussi. Est-ce que vous connaissez, madame, la sociologie des musulmans dans les mosquées? Parce que vous savez comment ça se passe. Les musulmans prient côte à côte, avec corps à corps, comme on dit. Les autres religions sont assis. Les musulmans sont en mouvement. Il y a soujoud, il y a, vous savez, donc et en même temps, comme vous le savez, au sein des musulmans, la société musulmane aussi est remplie des gens qui ne sont pas des gens bien et qui rentrent dans les mosquées, soit des pédophiles, soit des gens qui pratiquent des choses qui sont pas bien, des voleurs, des malfrats. Je vous donne des exemples des responsables religieux qui font la prière parce qu'il y a un responsable plus haut qu'eux, et ainsi de suite. Alors, on les voit dans la mosquée. Alors, imaginez-vous des intrus de cette nature se trouvent dans une mosquée qui est lieu de prière, aux côtés d'une femme qui vient pour prier. Et ce n'est pas la même attention pour la deuxième personne qui est à côté d'elle. Est-ce que, selon vous, c'est une question, est-ce que selon vous, on va pas participer à quelque chose de pas bien lorsqu'on va mettre côte à côte une femme qui vient pour prier, ou bien une femme qui vient pour ne pas prier non plus, donc on soit clair, parce qu'il y a les deux cas. Voilà. Et un homme côte à côte dans un lieu dédié à la spiritualité. Ok, j'ai bien compris. Alors, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre avec le projet qu'on propose, c'est que le but, c'est absolument pas de remplacer le fonctionnement de toutes les mosquées en France pour qu'elles soient comme la nôtre. Pas du tout. C'est-à-dire que nous, on propose un projet de mosquée mixte pour des personnes qui, elles, n'ont pas de soucis avec le fait de prier derrière une femme. Alors, en l'occurrence, pour les hommes, qui n'ont pas de problème avec le fait de prier derrière une femme, qui ont déjà cette démarche d'islam progressiste, et en fait, qui n'attendent que ça. Et on a énormément de demandes, en fait. Il y a beaucoup de gens qui attendent qu'on crée cette mosquée. Donc, c'est une mosquée qui est là pour les personnes qui, en fait, se reconnaissent dans notre vision de l'islam.
mais on va pas obliger tous les musulmans à faire comme nous, à mettre des femmes imams et à prier de la même façon que nous. Alors, juste un point important. La femme imam, il n'y a personne qui dit le contraire, parce que j'ai consulté, j'ai parlé avec des théologiens, et c'est autorisé, ce n'est pas un souci. Mais moi, je parle sur un plan pratique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah alors, voilà, c'est là le souci. C'est pareil. On va pas obliger quelqu'un qui serait pas à l'aise. Bon, c'est ça votre exemple. En fait, quelqu'un qui ne serait pas à l'aise avec le fait de prier avec une femme à côté de lui, donc ou devant lui, ou une femme devant lui. On va pas l'obliger à venir dans notre mosquée. Il pourra toujours aller dans les mosquées où c'est pas comme ça. Donc voilà, là c'est plus clair, madame. Là c'est plus clair. Ça effectivement c'est très important. Nous on propose un projet pour ceux qui le souhaitent. On ne veut pas imposer notre vision pour tout le monde. Et d'ailleurs moi je à titre personnel, je suis totalement convaincue de la nécessité d'une pluralité au sein de l'islam. Les musulmans qui soient pas d'accord avec nous, qu'il y en ait qui soient traditionnels, qu'il y en ait qui soient progressistes, qu'il y en ait qui soient soufis, d'autres qui sont pas soufis, des chiites, des sunnites. Très bien en fait, c'est cette diversité qui fait la richesse de mais les choses sont plus claires, madame Monsini, parce que avant c'était pas ça chez beaucoup de monde, j'aimerais bien que vous le sachiez. C'est comme votre projet, ça se présente comme une révolution au sein de l'islam. Votre modèle de faire la prière dans une mosquée mixte ou inclusive, ou comme on peut l'appeler, c'est une révolution que vous cherchez à faire. Non, si j'ai bien compris votre message, il s'agit d'une initiative qui reste, c'est une initiative privée par rapport à une façon de prier, comme quelqu'un qui veut faire sa prière chez lui. Vous avez fait cette initiative, cette proposition par rapport à des gens bien déterminés, qu'on soit clair, et qui optent par rapport à cette façon de voir les choses pour faire la prière de cette manière, si j'ai bien compris. Oui, alors, c'est pas privé, ce sera ouvert au public, mais on n'oblige personne à venir. Oui, tout à fait, c'est ça. Il faut que les choses soient claires par rapport à l'auditoire, parce que les gens ne comprennent pas ça aussi. Donc, on parle tout simplement d'une jurisprudence, j'ose dire, de votre part, et vous proposez une alternative par rapport à une minorité d'après vous, si j'ai bien compris, qui opte par rapport à autre chose. C'est comme les minorités dans la société française, il y a des minorités, et vous avez opté par rapport à cette minorité pour proposer quelque chose qui correspond à eux. Maintenant, le problème qui se pose, madame, et c'est la question principale, est-ce que, selon vous, votre projet de cette nature ne risque pas de créer un petit peu l'amalgame au sein de la communauté musulmane qui a déjà des problèmes plus graves? Et vous le savez mieux que moi. Non, je pense pas, parce que le souci, c'est que les musulmans de notre profil, enfin les progressistes, on est très nombreux, et le problème, c'est que c'est souvent des gens qui ne fréquentent plus les mosquées parce que ça leur convient pas, donc ils fréquentent plus les mosquées, donc ils se retrouvent à pratiquer tout seuls chez eux de manière très individuelle. Ils peuvent pas beaucoup en parler avec d'autres, et il y en a qui peut-être même finissent par quitter l'islam parce que ils voient justement qu'une seule vision très fermée et qui leur correspond plus. Donc non, je pense que il est temps, en fait. Il est grand temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente de la création de ce type de lieu, et ça s'insérera de manière extrêmement pacifique avec le temps dans le paysage islamique. Ça, parfait. Alors, je vais essayer d'en faire un petit peu la connexion avec le deuxième volet de cet entretien, et je tiens à vous en remercier par rapport à votre franchise aussi, et votre courage de répondre à nos questions, qui sont un petit peu directes, mais c'est pour éclairer les choses, donc l'idée est là. Vous êtes une femme convertie. Est-ce que, selon vous, votre passé, votre civilisation dans le passé, votre parcours avant de se convertir à l'islam, a joué un rôle important dans cette option que vous proposez actuellement par rapport à un islam mixte, à une mosquée mixte ou bien inclusive? Oui, forcément, puisque la mixité et l'idée de l'égalité homme-femme, c'est des valeurs occidentales. Ça fait partie des valeurs occidentales. Donc, oui, mais bien sûr. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Parce que c'est très important que les convertis, eux aussi, dans leur façon de voir les choses aussi. C'est ça. C'est mon objectif aussi dans cette émission, parce qu'un musulman, elle reste musulman, soit musulman de père en fils, mais musulman converti. Et là, j'adonne la parole à une femme convertie et qui est avec un passé, et ce passé essaye, si je bien compris, de l'adapter par rapport à l'islam que vous avez opté comme religion. En fait, c'est ça ensemble. C'est pas qu'on adapte l'islam à l'Occident. C'est pas ça. C'est pas qu'on dénature l'islam pour le transformer avec les valeurs occidentales, pas du tout. Mais comme à chaque fois qu'une religion en fait se déplace dans un autre pays, dans une autre culture, il y a toujours un lien, une adaptation dans les deux sens en fait qui se fait. Je vais prendre un exemple très simple.
si vous regardez, donc l'islam au Maghreb, c'est pas la même chose que l'islam en Indonésie. Si vous allez en Indonésie, l'islam, il est intégré à la culture indonésienne. C'est-à-dire que vous ne sentez pas un décalage entre la culture d'Indonésie et les musulmans d'Indonésie. C'est normal, enfin, c'est intégré. Là, pour l'instant, l'islam en France, parfois, on peut sentir un décalage culturel parce que l'islam, les musulmans... Parce qu'on parle d'un pays post-colonial, post-catholique. C'est tout à fait logique. Voilà, c'est tout à fait logique. Vu que c'est issu de l'immigration, forcément, il y a un mélange culturel qui se fait. Et c'est tout à fait légitime, ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais du coup, quand on se convertit à l'islam, qu'est-ce qui nous intéresse en fait quand on se convertit? Alors, je parle, quand je dis on, mais je parle pour moi, parce que chaque parcours est différent. D'autres convertis seraient totalement en désaccord peut-être avec moi. Mais c'est l'islam en tant que spiritualité. On se convertit à une religion, à une spiritualité. C'est l'amour. Alors pour moi, ça va être l'amour du Coran, le lien avec le prophète aussi qui a été très fort. Mais c'est pas la culture, c'est pas ça va être très cliché ce que je vais dire, mais c'est pas le couscous et la danse orientale. Voilà, c'est pas ça. Ce n'est pas ça l'islam non plus. Bien sûr, mais parfois, mais je vous assure que j'ai entendu des choses. Des fois, parfois justement, il y a un mélange entre culture et religieux. C'est ce style, madame. Pour apaiser un petit peu, c'est ce style de personnage qui parle de ça. De quoi on a peur dans une mosquée où on fait un mixage entre hommes et femmes. Ces gens-là, de cette nature de quoi vous parlez, qui prennent l'islam comme couscous ou comme tagine, ou comme j'en sais rien quoi, et d'autres, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam autant que religion. Oui, voilà. Mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon là, c'est des exemples très caricaturales, mais il y a des choses plus subtiles qui font qu'il y a une part culturelle, si vous prenez, mais d'ailleurs, c'est un très bon exemple. La question de la levée de bouclier qu'on a quand on parle de l'imam des femmes, c'est culturel, ça. C'est pas religieux, c'est pas théologique, vous l'avez dit vous-même, il y a rien. Oui, mais ça a été dit par des théologiens, oui. Voilà, pourtant, vous avez beaucoup de musulmans qui sont outrés par cette idée-là, mais c'est purement culturel, voilà. En France, pour un converti, peut-être que ça va être moins choquant parce que la question de la mixité et de l'égalité homme-femme, elle est partout en fait dans la société. Donc c'est peut-être plus naturel pour un converti homme, par exemple, d'aller prier derrière une femme et de pas être gêné. La question, elle est là parce que je crois que vous avez entendu l'intervention de Madame Kahina Belloul, donc ici dans l'émission. Alors, je l'ai pas écouté malheureusement. Voilà, il a bien dit parce que je lui posais la question par rapport à cette histoire de la mosquée inclusive. Il est contre. Voilà, donc contre quoi? Contre la mosquée inclusive de cette manière, c'est-à-dire une mosquée mixte où les hommes et les femmes se côtoient et oui, voilà. Je sais bien parce que elle est contre. Elle est contre. Oui, je sais. Voilà. Je sais bien vu que le projet Fatina justement ce qui distingue de notre projet à nous, c'est que elle est pour séparation elle. Voilà, oui, mais pas nous. Mais nous non parce que mais pareil théologiquement comment vous justifiez la séparation? C'est l'aspect sociologique de l'affaire. C'est sociologique, c'est culturel. Voilà, oui, mais justement, ce que je vous dis, on parle pas de la religion, on parle de l'aspect sociologique et cette notion, parce que j'essaie de répondre par rapport à ceux qui risquent de poser des questions. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, cette notion qu'il y a dans une mosquée, il n'y a pas que des fidèles propres. Mais en fait, le problème, il est où? C'est qu'on a dit, la mosquée, c'est obligatoire. Le vendredi, il faut aller à la mosquée. Si tu vas pas à la mosquée, en gros, c'est moins bien, voilà. Mais non, faut sortir de cette logique d'obligation. On est dans une pratique spirituelle. Donc si on va à la mosquée, c'est parce qu'on estime que spirituellement, ça va nous apporter de prier collectivement. Les personnes qui n'ont pas cette maturité-là, tant pis, alors elles peuvent venir, bien sûr qu'elles peuvent venir, mais à un moment donné, c'est pas à nous de nous abaisser à ce type de considérations qui sont quand même assez puériles. Je suis d'accord avec vous sur un aspect assez important. Celui qui vient pour faire un petit peu du cinéma vaut mieux qu'il reste chez lui. Donc, ça sert à rien de se présenter dans une mosquée. Je tiens à vous saluer là-dessus, sincèrement, parce que c'est très important à le signaler. Aller à la mosquée, c'est pour prier parce que vous êtes entre les mains de Dieu, comme on dit, tout le monde le dit. Alors maintenant, c'est les intentions des uns et des autres. Et vu notre société actuelle, comme vous en avez parlé, c'est une société qui est très difficile et qui a plein d'amalgames. Une toute dernière question, si vous le permettez. Les convertis sont quand même nombreux, mais sont un peu dispersés, si j'ai bien compris. Donc, j'ai passé déjà ici dans l'antenne notre ami, M. Omero, qui est passé à l'antenne et qui a parlé de ça. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur quelle part pourront avoir les convertis dans la gestion de l'islam en France
Bah, effectivement, je pense que c'est important d'intégrer davantage les convertis dans la gestion des institutions de l'islam en France, parce que c'est vrai que ça manque beaucoup, il y en a très peu. Et justement, c'est ça aussi qui permettra de montrer, c'est l'universalité de l'islam. L'islam est une religion universelle, donc c'est pas une religion qui est rattachée à un peuple. Donc la présence des convertis, surtout dans un pays comme la France ou l'Occident, quoi, la présence des musulmans du pays est extrêmement importante. Oui, mais après ça, j'espère que ça sera avec le temps. Faudrait sortir aussi des conflits peut-être politiques entre pays, enfin, qu'on retrouve aussi malheureusement beaucoup dans les institutions. C'est-à-dire, vous parlez de l'islam consulaire? Bah non, mais les conflits un peu entre le Maroc, l'Algérie, les Turcs, etc. Enfin, vous savez, qu'on retrouve dans la gestion des mosquées aussi. Donc c'est l'islam consulaire, si j'ai bien compris. Oui, voilà. Oui. C'est l'islam consulaire. Donc, où on mêle un peu le côté politique à la gestion. J'ai suivi un petit peu l'intervention du président de la République avec l'entretien qu'il a fait avec les intellectuels. Il y avait une question concernant l'islam. Et il a parlé de la place de l'islam en tant que religion nouvelle ici, et pourtant il est ancien depuis un certain temps, mais nouvelle massivement ici en France. Et il a parlé de 3 points clés pour que l'islam puisse intégrer la République d'une manière définitive. Il faut qu'il y ait une bonne gestion bien entendu, de la finance. Oui. D'accord, ça c'est très important. Il y a aussi le pèlerinage. Oui. Et aussi, il faut donner la place à gérer l'islam à ces binationaux qui sont sur le sol français. Voilà. Sauf que cette affaire ne fait pas plaisir à un certain nombre de personnes qui s'enrichissent sur le dos de l'islam en tant que consulaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Je pense que c'est indispensable. Si l'institution est française, il faut que les musulmans qui soient dedans soient français. Comment quelqu'un qui ne vit pas dans le pays peut intervenir ou savoir ce qui correspondra le mieux à la situation d'un pays donné? Donc non, je suis totalement d'accord avec vous sur ça. C'est indispensable. Eh bien, écoutez, Madame Anne-Sophie Mancini, merci. Un éclairage fort intéressant qui complète celui de Madame Kahina Behloul. Il faut bien préciser que Anne-Sophie Mancini est co-créatrice du mouvement des voix d'un islam éclairé. Je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir, Madame. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel.